Salut tout le monde. Aujourd'hui, ce sera pour un débrief de la carte de l'UFC Qatar. Pour un avis rapide sur cette carte, elle était bonne, beaucoup de chaos, comme on aime, du moins comme moi j'aime. Donc, sans plus attendre, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le main event, c'était Arman Tsarukyan face à Dan Hooker, avec Arman qui n'avait pas combattu depuis plus d'un an parce que son combat pour le titre en janvier 2025 a été annulé parce que monsieur voulait impressionner Nina Drama. Donc, il s'est déboîté ou déplacé le bas du dos. Donc, le combat face à Islam Makhachev ne s'est pas fait en janvier 2025. Donc, son dernier combat remonte à avril 2024. Ce qui est plus d'un an, pratiquement même 2 ans, parce que nous sommes environ à 4 ou 5 mois d'avril. Mais Arman n'a absolument pas été inquiété dans ce combat face à Dan Hooker. Dan Hooker est un combattant que j'aime bien. J'adorais son striking, j'adore toujours son striking. C'est l'un des combattants que j'aime bien regarder, que j'aimais bien regarder. Mais avant ce combat, bon, il n'avait pas beaucoup de chance. Et pour certaines raisons, la raison à laquelle je pensais c'était le grappling. Mais là, dans ce combat, c'est aller bien au-delà du grappling. Dan Hooker a commencé par utiliser des kicks, des middles, ce qui était une très bonne idée parce qu'il est grand. Arman Tsarukyan est relativement court. Donc, c'est utile de couvrir l'espace entre vous avec des kicks, des middle. Mais bien sûr, tu ne peux pas faire que ça, sinon tu deviens prévisible. Donc, il n'a pas vraiment investi dans ses middle, mais honnêtement, il n'avait pas beaucoup le choix parce que dès que ça se rapprochait, Dan Hooker, qui était connu pour sa boxe, se faisait allumer par Arman Tsarukyan et Arman lui a même mis des kicks. Parce que Arman aussi est spécialiste des kicks. Il lui a aussi mis des kicks et ça s'aggravait vraiment quand ça allait au sol. Dan Hooker n'est plus ce qu'il était, clairement. Et moi, c'est la distance de boxe qui me l'a montré parce que il se faisait juste allumer par Arman Tsarukyan, qui pour beaucoup a surtout un profil de grappleur. Il a montré 2 fois avec cette sortie de guillotine et je pense que Arman Tsarukyan est le seul à l'UFC qui sort d'une guillotine de cette façon. Il le fait constamment. Il a fait 2 fois ici. C'est beau à voir, c'est cool à voir. Donc, il sortait constamment des tentatives de guillotine. Et au sol, ça allait vite. Comme d'habitude, ça va très vite avec Arman Tsarukyan au sol. Tout ce qui est ground and pound, coude, il est très très actif, il est très agressif. Il ne cherche pas forcément des soumissions, mais il cherche définitivement à te faire mal quand vous êtes au sol. Et c'est ce qu'on a vu ici. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je regrette en fait que ce combat avec Islam ne se soit pas fait, parce que ça aurait été intéressant de voir en fait avec les différents niveaux qu'ils ont, comment ça se serait passé si par exemple Arman Tsarukyan avait réussi à avoir Islam au sol, en position vulnérable, en griffe, est-ce qu'il aurait été en mesure de mettre tous ses coudes et tous ses coups qu'il a l'habitude de mettre? Et bien sûr, la situation inverse, est-ce que Islam allait se laisser faire? Est-ce que Islam allait se retrouver dans ce type de situation? Là, nous avons Topuria et je ne suis pas sûr, du moins aujourd'hui, je ne suis pas sûr que si Topuria se retrouve dans la même situation, qu'il ferait mieux. Parce que avec ce que j'ai vu, Dan Hooker, il voulait juste survivre dans la garde. C'est-à-dire quand il se retrouvait au sol, il voulait juste survivre et ça se voyait parce qu'il tirait directement sa garde, il invitait directement Tsarukyan dans la garde, mais il ne faisait rien activement en fait pour sortir. Il voulait juste se rapprocher, c'est-à-dire réduire au maximum l'espace pour empêcher Tsarukyan de mettre des coups. Et finalement, ça n'a pas fonctionné parce que deuxième round, soumission, finalement, Tsarukyan l'a soumis. Mais c'était un bon effort de Dan Hooker. On verra ce qu'il fera d'autre. Maintenant, la suite pour Arman Tsarukyan, je pense qu'il devrait combattre Topuria. Ou mieux, il pourrait ou il devrait combattre Islam Makhachev. Pour moi, ce serait intéressant de voir l'un de ces 2 combats. Bon, après, Islam est devenu champion et il a aussi beaucoup de contenders dans sa division, mais on verra bien ce que ça va donner. Le co-main event, c'était Bilal Muhammad face à Ian Gary. Moi, personnellement, j'ai jamais pensé que Bilal avait une chance. De gagner à titre personnel. J'ai jamais pensé qu'il avait une chance de gagner juste à cause de la façon dont Ian Gary se bat. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais actuellement Ian Gary a combattu Shavkat, il a combattu Prates et là il vient de combattre Bilal Muhammad, donc il faut le respecter. Ça fait déjà plus d'1 an que moi personnellement j'ai commencé par le respecter parce qu'il est quand même doué. Il est doué, les kicks qu'il a, il est constamment en mouvement latéral, de gros kicks.
Il a aussi développé sa boxe parce que je pense qu'il y a eu quelques combats où c'était juste un festival de kick. Il a développé sa boxe. Pour la défense de takedown, Bilal n'a pas eu de takedown, mais j'ai juste au flair, je sens juste que Makhachev va finir ses takedowns. Et là, ce sera intéressant. C'est pour ça que je ne donne pas directement Gary gagnant face à Makhachev, même si je pense que si Gary utilise vraiment les armes longue distance avec lesquelles il a battu Prates, ça peut être très compliqué pour Makhachev parce que c'est un gabarit très différent et je ne pense pas que Makhachev ait déjà affronté ce type de gabarit, c'est-à-dire 1m90 voire 92 pour je ne sais combien de kilos. Je me demande même comment des gars comme Gary, celui de la semaine passée, Morales, je me demande comment ces gars ils font pour faire le poids parce que ça ne fait aucun sens. Donc là, moi, je ne voyais pas comment Bilal allait gagner, personnellement. Je savais que les armes à longue distance allaient lui créer des problèmes, comme ça lui avait créé des problèmes dans le tout premier combat face à Leon Edwards. Mais comme on a déjà parlé de Leon Edwards la semaine passée, Leon, il pourrait faire ce que par exemple un Gary fait ou d'autres personnes font, mais le Gary cherche le truc parfait. Donc c'est pour ça que Bilal avait été en mesure de réduire la distance sur lui. Mais ici, je ne voyais pas Bilal juste réduire la distance sur Gary. Parce que Gary, il ne va pas rester statique, constamment en train de bouger. Il va te mettre des low kicks, il va te mettre des high kicks. Il alterne souvent ça et il est très précis avec. Donc, tu as la tête un peu partout et quand tu essaies de te rapprocher, la bosse n'est pas mal quand même. Il arrive à mettre quelque chose et à ressortir sur un angle et tout. Donc je savais que ça allait juste être chaud pour Bilal. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. La seule voie que je voyais, c'est si il arrivait à avoir des takedowns. Mais bon, il n'a pas pu finir les situations qu'il a eues. Mais une fois de plus, je pense que Makhachev devrait être en mesure de finir ces situations. Ensuite, on a eu Volkan Ozdemir et Alonso Menifield. Écoutez, on a une nouvelle version de Volkan Ozdemir. Je laisse surnommer volume Ozdemir et genou Ozdemir. Donc le gars, il est juste venu. Le monsieur est juste venu. Et bon, avec sa culotte et tout, les poings devant son visage, il a ramené Alonso Menifield à l'arrière du bâtiment. Et bon, écoute, ça a castaillé. Il est sorti vainqueur. De son point de vue, c'était le volume qui lui avait posé problème face à Hulberg, chose qui l'a corrigé, du moins on a vu qu'il a corrigé ça parce qu'il mettait la pression, il a toujours mis la pression, mais dès qu'il commençait à lâcher, il lâchait un florilège de coups, et ça a démarré avec un genou d'abord, florilège de coups, et bon, c'était fini pour c'était fini pour le cher Alonso. Très bonne victoire pour Volkan. Je suis curieux de voir ce sera quoi la suite. Ensuite, on a eu Jack Hermansson face à Orolbai. Techniquement, un combat de middleweight face à un lightweight parce que Jack Hermansson descendait de la division des poids moyens dans la division des welter et Orolbai montait de la division des poids légers vers la division des welter. Et bon, je ne sais pas ce qui se passe avec Jack Hermansson, mais c'est un signe. Parce que dans mon livre, un poids léger l'a mis KO. Lui qui est dans mon livre, un poids moyen. Et l'a mis KO de quelle façon? Avec un coup à la tempe. Après, oui, je sais que ce type de coup, ça peut être dangereux, mais ce n'est pas un coup plein fouet. Et il s'est écroulé de cette façon. Et le dernier combat, c'était face à Rodriguez. Et oui, c'était aussi écroulé. Il était lent, honnêtement, comparé à Orolbai. Je sais que Orolbai mettrait la pression, même dans les échanges, il était lent. Le timing n'y était pas. Après, peut-être que c'est parce que c'était au premier round. Parce que Orolbai est venu chaud. Le gars est rentré chaud et tout. Il le poussait dès le début à l'arrêt de la ligne noire et tout. Donc, je ne sais pas si c'est parce que c'était, comment dire, c'était le début du premier round, donc il n'était pas assez chaud pour avoir le bon timing, mais le timing de Jack Hermansson n'y était pas vraiment. Et honnêtement, bon, c'est pas à moi de faire, écoutez, il va sûrement pas prendre mon... C'est juste un avis que je donne, mais je pense que, je pense qu'il a 37 ans. Je pense qu'il devrait passer à autre chose parce que je suis pas sûr que ce soit un bon signe quand un poids léger te met KO alors que tu as un poids moyen et les dernières années, tu étais un poids moyen. Après, oui, on peut aussi voir ça d'un autre angle, comme quoi le fait qu'il descende en poids welter, il y a beaucoup de déshydratation, pas pour refaire tout ça ici, mais il y a beaucoup de déshydratation, le cerveau n'est pas assez
irrigué, n'est pas assez irrigué avec de l'eau, du fluide et tout. Donc, tout et n'importe quoi peut aussi te mettre KO dans ce type de cas. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'avec le temps, s'il a un ou deux autres combats, son corps va s'habituer. Peut-être que c'est comme c'est la première fois, il était vraiment déshydraté. J'espère pour lui que c'est ça parce que personnellement, je ne veux pas du mal. Je ne veux pas que quelque chose de mal arrive aux combattants. Euh, Ils font déjà quelque chose d'assez dangereux, qui est à peine rémunéré. Donc, moi, de mon point de vue, on privilégie leur santé, c'est tout. Donc, on verra ce que ça devient avec Jack, ce qui se passe avec Jack Hermanson. Mais bonne victoire de Orolbai. Il rentre dans une nouvelle division, chaude quand même, chaude. Donc, ce sera intéressant. La division des welter devient très très intéressante. Donc, on verra comment ça se passe avec Jack à l'avenir. Je pense qu'il peut encore prendre un combat dans la division. Mais si le prochain combat, ça se passe encore mal, là, vraiment, il faudra penser à passer à autre chose. Du moins, c'est mon avis. Ensuite, on a eu Waldo Cortez Acosta, le bouc qui est venu en short notice, et la légende Shamil Gaziev. Bon, écoutez, c'est bien de faire des mimes en ligne, mais après, quand on rentre dans l'octogone, ça devient sérieux. Bon, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Shamil est venu, premier round, plus de gaz, resté devant Waldo, essayer de lancer quelque chose. Aucun mouvement, rien. Et bon, c'était, bref, un mime quoi, un mime. Mais c'était intéressant. Bonne victoire de Waldo Cortez. Et bon, bah, je suppose que Shamil Gaziev, ben, il va juste continuer à progresser. Bon, peut-être qu'il deviendra, je sais pas, champion. J'en ai aucune idée. C'est la division des poids lourds. Et bon, ces gars, ils peuvent combattre jusqu'à je ne sais quel âge, pratiquement 40 ans. Et je pense que Shamil, du moins je le dis juste de mémoire, il doit peut-être être dans sa début de trentaine, donc il peut rester là. Il a un mime, donc je ne pense pas que l'UFC va se débarrasser de lui. Donc c'est ça. Ensuite, l'un des combats les plus intéressants de la carte, c'était Kyoji Horiguchi face à Tagir Ulanbekov. Et on avait Kyoji qui revenait à l'UFC après 10 ans d'absence. Et quelle performance, quelle masterclass il a offert. Et en plus, il a un gros record, 35 victoires pour 5 défaites. Écoutez, c'est 40 combats, c'est au niveau professionnel, du moins au niveau, c'est beaucoup d'expérience et on l'a clairement vu face à Tagir. Déjà, Horiguchi bougeait beaucoup de mouvements. Tagir n'arrivait pas exactement à suivre. Tagir a tenté des takedowns qui ont été stoppés. Ma théorie sur ça, c'est que, bon, déjà, Horiguchi est clairement compétent, mais aussi Tagir est très grand, Horiguchi est très court. Donc, aller chercher vraiment en griffe sous Horiguchi, sous Horiguchi, et le ramener au sol et le contrôler. Un gars comme ça, très compact, ça ne devait pas forcément être simple. Et ça, c'est pour la défense de Tagir. Parce qu'on me dit sur Twitter, on me demande limite sur Twitter si je suis islamophobe, raciste, bref. Donc, écoutez, j'ai défendu Tagir. Il avait un gars beaucoup trop court à aller chercher. Donc, bref, sérieusement, oui, c'est une théorie. C'est une théorie pourquoi c'est un peu plus compliqué pour Tagir. Mais Horiguchi a juste stoppé tous les takedowns. Et dès que Tagir passait en position de droitier, Horiguchi l'a allumé avec le low kick. Il a tellement allumé qu'à un niveau, Tagir a perdu ses appuis. Tagir aussi, je pense que dès le premier round, il était un peu essoufflé et ça ne s'est pas arrangé les 2 rounds suivants. Il ne voulait plus rien faire. Il subissait un peu, il réagissait un peu. Parce que Horiguchi est venu à beaucoup de choses. Il sautillait dans tous les sens quand il était sous batterie. Il sautillait dans tous les sens. Il y avait le low kick qui venait à chaque fois que Tagir passait en position de droitier. Et il avait aussi la spéciale Volkanovski, c'est-à-dire la spéciale des gars courts, c'est-à-dire le in and out. Tu fais baisser ta tête et tu envoies la méga droite par-dessus quand ils sont plus élancés. Donc celle-là, Horiguchi la sortait constamment. C'était même un peu son seul truc qu'il faisait. C'est avec ça, il démarrait surtout. Et à un niveau, il a juste démarré avec un jam. Et c'était vraiment ça sa base. Et à partir du deuxième round où Tagir réagissait juste, honnêtement, il voulait plus être là, il réagissait juste. Horiguchi était trop rapide avec le in and out. Et le pire pour moi, c'est que ce qui a vraiment en griffe endetté Tagir, ça l'a vraiment endetté.
parce qu'à 2 ou 3 reprises, il a eu et c'était vraiment ça qui le marquait et qui lui créait des problèmes. Et je pense que ça vient de la fatigue. Parce que je préfère penser, ok, voici le truc, je préfère penser que ce que je vais dire maintenant, Taguir le sait. Et je ne vais pas, écoutez, je ne vais pas avoir l'orgueil ou l'ego de penser que ce que je dis là, Taguir ne le sait pas. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand Taguir, pour une quelconque raison, passait en position de gaucher, il recevait un kick d'Origuchi. Et j'en ai déjà parlé 1001 fois dans toutes mes vidéos. Je ne vais pas encore vous bassiner avec ça. En position ouverte, le kick est ouvert. Le kick est gratuit, gratos. Et il y a plein de gauchers qui en profitent, mais si tu es un droitier, tu peux aussi en profiter. Donc dans ce cas, Origuchi restait en droitier, Taguir passait en gaucher et Origuchi envoyait le kick. Maintenant, voici le problème. Et voici ce qui a vraiment créé des problèmes à Taguir. C'est que quand Origuchi envoyait le kick, Taguir littéralement se courbait entièrement et accueillait le kick avec sa tête du côté totalement ouvert ou en général. Et le pire en fait, c'est que Origuchi l'a eu une fois, a tenté une deuxième fois et ça n'a pas fonctionné et l'a eu 2 autres fois. Ce qui veut dire que Taguir l'a lu la première fois quand on l'a eu. Bon, déjà, à mon avis, c'est une erreur parce que si la position est ouverte, tu dois comprendre que, ok, si le gars il décolle son pied, ça va sûrement venir de ton côté, du côté qui est ouvert. Donc, la logique voudrait que tu n'envoies pas ta tête, genre, bon, tes enfants, ta maison, que tu n'envoies pas tout ce que tu as de ce côté. C'est ce que la logique voudrait. Mais c'est ce que Taguir faisait. Une fois de plus, je pense qu'il le sait. Du moins, je préfère penser qu'il le sait. Mais je pense que c'est la fatigue. Et on en a déjà parlé quelques fois dans les vidéos. Tu peux être fort comme tu veux. Tu peux avoir tous les principes que tu veux et tout. Mais quand tu es fatigué et tu fais des erreurs. Donc, ça en particulier, pour moi, dans ce combat, c'était le nerf de la guerre. C'est vraiment avec ça que Origuchi l'a allumé. C'est vraiment avec ça. Mais bonne victoire d'Origuchi. Je pense qu'il y a encore 1 ou 2 combats de cette façon, avec ce type de performance. Et il sera dans le combat pour le titre. Maintenant, c'est fini pour la carte et j'aimerais parler de quelques dramas. Quelques dramas, j'aimerais, oui, parce que sur cette chaîne, on parle aussi des dramas. J'en ai 2. Il y a déjà le fait que Bilal Muhammad dit maintenant qu'il veut combattre Islam Makhachev. Et bien sûr, la fanbase d'Islam, de Khabib, de tout ça, ils sont en train de péter des durides, de dire que Bilal est un traître à la nation, Bilal est un traître de ceci, Bilal est un traître de cela. Honnêtement, Bilal, il souffre, hein. Il souffre. Moi, mon avis, il est simple et direct. Il est vraiment très simple. J'ai aucun problème avec les histoires de fraternité, mais je l'avais déjà dit plusieurs fois, on est dans un sport compétitif. Je sais pas, écoute. Et c'est techniquement leur taf. C'est ça mon taf. Donc, je comprends entièrement les raisons pour lesquelles je ne veux pas combattre telle personne, on est ceci, on est cela, on est de la même communauté, Je comprends tout ça, ça ne me concerne pas, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis juste ici pour commenter le sport. Et d'un point de vue sportif, pour moi, ça ne fait aucun sens. On se retrouve tous les deux dans le top 5. Tu veux pas que je graille aussi. Tu veux être le seul à faire des 400 000, des 500 000. Quand il y avait des pay-per-view, avoir des pay-per-view, avoir tous ces bénéfices parce que tu es champion et tu veux même pas que moi je monte. Pour moi, je ne comprendrai jamais cette logique. Donc, c'est pour ça que déjà avant, je ne comprenais pas toute l'histoire je ne comprenais pas toute l'histoire de Islam. Bon, après, Islam n'a pratiquement jamais rien dit. C'est Bilal qui s'agitait, disait, oh, je vais jamais combattre Islam, tout ça. Mais c'est parce que Islam, moi, je pense qu'il savait. Islam savait. Frangin, écoute. Moi, je veux ta ceinture. On a certaines affiliations, mais je ne suis pas ton frangin dans ce sport. Écoute, c'est chacun pour sa gueule. Moi, je pense que c'était la position d'Islam. Et Bilal l'a très vite compris le soir où il a perdu face à Jack de la Maddalena. Je te dire, Bilal n'avait même pas encore enlevé le caleçon qu'il avait dans l'octogone face à Jack de la Maddalena que Islam Makhachev était déjà sur Twitter en train de dire « Oh, je suis le prochain. » Tu n'as même pas pris le temps d'appeler ton gars, de dire, parce que tu t'es entraîné avec lui pour le combat Hans Chambredi et Bilal, ils se sont entraînés ensemble. Tu n'as même pas pris le temps de décrocher le téléphone, d'appeler ton gars, de dire quoi que ce soit. Ou après, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, est-ce que tu sais s'il a appelé ?» Ok. Tu n'as même pas pris le temps de faire un tweet. Ton gars perd sa ceinture, le premier tweet que tu fais, c'est convoiter sa ceinture. Et après, tu dis, ah, mais finalement, mon frère Bilal, ah, non, c'est bon. c'est bon, gars, c'est bon. C'est pas un souci, tu vois. C'est pas un souci. Dis que tu voulais la ceinture, que tu priais pour que Jack de la Maddalena allume ton frangin, pour que tu te glisses par derrière, pour prendre sa ceinture, pour ton
legacy comme, comme Khabib elle me le dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, je respecte même ça. Je respecte ce type d'agressivité, ce type d'ambition et tout. Je l'avais même dit en mai, quand il a fait. Mais honnêtement, c'était déplacé. Je respecte ça, mais je trouve que c'est déplacé. Parce que moi, personnellement, si je dis que quelqu'un est mon frangin, le premier tweet que je vais faire, ce n'est pas convoiter sa ceinture. Le premier tweet que je vais faire, c'est ah, frangin, je suis désolé, ça arrive et tout. J'attends peut-être 2 ou 3 jours. Et ensuite, je fais le deuxième tweet sur le. Pas le soir ou la nuit où le gars il perd, frère. Donc, c'est ça qui s'est passé. Maintenant, Bilal a compris le message. Il dit ah, bon, maintenant, ben, je vais penser à moi. S'il faut combattre l'islam, je vais combattre l'islam. Et maintenant, les fans d'islam nous disent oh, que Bilal est un traître à la nation, il est un traître à ceci, il est un traître à cela, que c'est un mauvais gars. Frère, la fraternité, c'est pas à un sens, c'est à 2 sens. Et c'est ce que j'ai toujours dit. L'erreur de Bilal, c'est de penser qu'il y a des histoires de frères ici. Tu peux penser ça, mais c'est à tes risques et périls parce que c'est un sport extrêmement égoïste et extrêmement chacun pour sa gueule. Ça, c'est le premier drama. Maintenant, on a le deuxième drama du collège. On Hamzat qui voit Yann Gary, qui le pousse. Ils étaient en train de parler tranquillement. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui a court-circuité dans le dôme de Hamzat. Il commence à pousser Yann Gary et Yann Gary n'a pas réagi. Il y a des gens qui essaient maintenant de défendre ça. Honnêtement, des fois, moi, je peux pas être certaines fanbase. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment une mentalité fanbase. En griffe, j'attaque et j'encense tout le monde. Mais il y a certaines fanbases, écoutez, si la situation était inversée, ils auraient traité Yann Gary de tous les noms. Là, maintenant, on essaie de nous dire qu'on fait Hamzat. Alors que Hamzat, littéralement, quand Yann voulait initialement partir, il lui a tapé le dos, il lui donnait littéralement de vraies tapes. Yann Gary n'a rien dit et ensuite il pousse le gars. Moi, j'ai dit c'est un truc de rageux parce que j'ai déjà connu des situations comme ça. Et on connaît des gars comme ça. Il a vu le gars, je l'ai dit sur Twitter, il a vu le gars blondiné, 1m92, 93, qui est fort à la bagarre, tout ça, et qui vient de battre Bilal. Et c'était trop de qui pour lui. Et il essaie de brouiller les pistes. Et ça l'a énervé. C'est juste un truc de rageux. Je serais juste direct. Pour moi, c'est un truc de rageux. Et bon, je ne sais pas pourquoi Hamza réagit comme ça. Yann essayait juste d'être courtois, tout ça. Il essayait juste d'être courtois. Et si tu ne voulais pas, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, c'est Yann qui l'a touché. Dans la vidéo, à peine si Yann le touche, Yann essaie de partir, c'est lui qui lui donne pratiquement 2 gros coups dans le dos. Yann revient, et même là, Gary n'était même pas encore agressif, et ensuite il le pousse. Frère, c'est un truc de rageux. Moi, je sais pas ce qu'il y a à défendre là. Moi, honnêtement, je ne sais vraiment pas ce qu'il y a à défendre là. Pour moi, c'est un truc de rageux. Donc ouais, c'est ça. Belle carte de l'UFC Qatar. Si vous avez aimé ce débrief, abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez avec des amis qui aiment le MMA et on se dit à la prochaine.